Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. À la une de l'actualité, Cotonou, le théâtre d'une des rencontres économiques importantes pour les institutions bancaires du continent. Les 36e journées annuelles du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique se sont ouvertes ce jeudi matin. En débat, l'endurance face à la transformation digitale galopante. On est le 13 février et c'est la journée internationale de la radio à l'ère de l'avancée du numérique et des changements climatiques. Quel lien, pour quel impact avec ce média chaud? Réponse dans quelques instants. Enfin, au Nigeria, plus de 3000 personnes sont de retour 10 ans après avoir fui au Tchad à cause des violences. En République démocratique du Congo, une pénurie d'eau potable aggrave les conditions de vie des habitants de Goma. Et en France, on accueille la 3e conférence sur le soutien au processus de transition en Syrie. Mais avant, ils le promettent, Abdoulaye Biotchane ne conduira pas le cheval cabré en 2025 sans leur soutien. Les jeunes du bloc républicain affirment un nouvel engagement pour accompagner la dynamique au sein de leur formation politique cette année. Une déclaration aux allures de serment faite lors d'une cérémonie de présentation de vœux pour la nouvelle année. C'était hier, les échos avec Alain Sochouma et Benjamin Denayan. Venus de différentes sections du pays, les jeunes du parti Bloc républicain se sont retrouvés au siège national du parti. Ils étaient porteurs d'un message au président de leur formation politique. Chaque nouvelle année qui se lève est porteuse d'espoir, de promesses et d'avancées. Elle nous appelle à insuffler sens, cohérence et dynamisme à l'horizon qui se déploie devant nous. Très haut camarade, Monsieur le Président, au nom de l'organisation des jeunes du Bloc républicain, permettez-moi de former pour vous, pour votre famille, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères de santé, de succès, de bonheur et de prospérité. Que cette année 2025 occupe la plénitude de nos compétences et de nos capacités, nous permettant ainsi d'accomplir nos missions avec efficacité et de relever avec détermination les défis qui se présentent à nous. Vœux bien reçus par le président du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, qui les encourage à plus d'engagement politique au regard des enjeux que représentent les élections générales de 2026. Chers amis de l'OJBR, nous le savons, le chemin que nous avons choisi, le chemin politique, est un chemin exigeant. Il est semé aussi d'embûches. Les défis sont nombreux, mais notre unité et notre détermination les surpasseront toujours. Je le redis, notre unité, et surtout notre unité, nous permettra de faire la différence. En presque 10 ans, nous avons déjà traversé bien des épreuves et ensemble, nous allons relever celles à venir avec la même force et la même résilience. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à redoubler d'efforts et à vous mobiliser encore davantage. Les prochaines élections générales, celles de 2026, seront un tournant décisif pour notre parti et pour toute la classe politique béninoise. Nous devons nous montrer plus unis encore, plus forts encore et plus engagés que jamais. Les jeunes du parti Bloc républicain ont pris le pari de la mobilisation générale. Ils veulent continuer à travailler pour que leur parti s'impose comme une force politique majeure dans le pays. Et par ailleurs, dans le cadre de la commémoration du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation, l'Union progressiste Le Renouveau convie ses militantes, militants et sympathisants et associe l'ensemble de la population béninoise à diverses activités. Un colloque scientifique organisé dans le cadre des Journées de l'Union les 27 et 28 février 2025 sur l'héritage de la Conférence nationale, une formation des formateurs des membres des cellules qui se déroulera le vendredi 14 février 2025 à partir de 9h au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Le samedi 15 février 2025 à midi, une messe en la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Le dimanche 16 février
À 10h, culte protestant au temple Yenawa à Akbakba. Le jeudi 20 février 2025, à partir de 10h, des prières traditionnelles au temple Zewa à Abomey. Vendredi 21 février 2025, à 9h, des prières musulmanes à la mosquée de Yarakani de Parakou. Le samedi 22 février 2025, à 9h, un culte évangélique à Dogbo, Fonkomé. Le samedi 1er mars 2025 à 16h, un culte du christianisme céleste à la paroisse mère de Porto Novo, fait à Cotonou le 12 février 2025. Ce communiqué est signé de Gérard Benanchi, le secrétaire général du parti. Dans un tout autre registre à présent, les lendemains vont-ils être sûrs pour les institutions bancaires en Afrique avec le vent du numérique qui ne laisse nulle place sur son chemin? Le club des dirigeants des banques et établissements de crédit est en réflexion depuis ce matin à Cotonou autour du thème « Naviguer vers l'avenir, transformation digitale, résilience et durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035 ». Au lancement de cette première des 36e journées annuelles du club, Alexis Segbemon et Amandine Agnamboso. Rebâtir un club des dirigeants des banques et des établissements financiers en Afrique. C'est une rencontre de haut niveau qui réunit les dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Des journées exceptionnelles périodiques pour réfléchir et discuter des stratégies pour mieux accompagner, voire accélérer le développement du continent. Nous croyons fermement que l'avenir du secteur bancaire africain repose sur une collaboration étroite entre toutes les institutions financières, c'est-à-dire l'écosystème doit être complet. Donc il y a les banques, il y a les fonds de garantie, les banques centrales, les marchés financiers. Nous devons tous repenser notre écosystème en fait d'être à la hauteur des besoins de financement de la population, des États et du secteur privé. Dans un contexte de changement climatique, de crise économique et du numérique, s'adapter et surtout chercher des solutions innovantes doivent être les priorités des banques et institutions financières. D'où le thème de la rencontre, naviguer vers l'avenir, transformation digitale, résilience et durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Les banques africaines se doivent de relever ces défis pour être à même d'accompagner la dynamique de nos économies. Elles doivent être plus résilientes, plus inclusives et plus durables. Au Bénin, nous avons mis en place plusieurs initiatives visant à moderniser le secteur financier. Nous avons, notamment l'année dernière, mis en place une stratégie nationale d'inclusion financière. Et pour aller plus loin, nous avons dit qu'il faut aussi sécuriser les transactions, en renforçant la confiance des usagers et en garantissant une interopérabilité des différents systèmes que nous avons mis en place. Et c'est à ce prix que nous nous sommes dit que nous serons à même de nous intégrer davantage au marché financier global qui, je veux le redire, de la manière la plus forte, il n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Les opportunités pour l'Afrique sont immenses. Les échanges vont permettre de bâtir un système financier plus inclusif, résilient et durable. C'est un des rôles qui leur est assigné. Les ministres conseillers doivent faire le suivi de la mise en œuvre des projets, réformes, programmes et initiatives du gouvernement. Tenez, le projet des cantines scolaires est-il convenablement mis en œuvre dans l'Atlantique? Le ministre conseiller aux enseignements maternels et primaires a effectué une descente dans 3 écoles du département. Sur ses traces, Alain Sochoumain et Mathieu Sokeno. Les écoles primaires publiques de Dodiro, de Goulo-Soji et de Gloye-Kondo, dans le département de l'Atlantique, ont reçu la visite du ministre conseiller aux enseignements maternels et primaires. L'autorité est allée constater l'effectivité de la mise en œuvre des cantines scolaires intégrées dans ces écoles. Chaque acteur de la chaîne joue sa partition pour le bonheur et la satisfaction des écoliers bénéficiaires. L'impact de la cantine scolaire par rapport au travail, nous avons de bons résultats parce que par le passé, les enfants avaient des difficultés pour rester à l'école à cause du manger. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le gouvernement a mis à notre disposition assez de vivres et les enfants mangent à leur faim, ce qui leur permet de rester à l'école. Aujourd'hui, avec les cantines scolaires intégrées, nous maintenons ces enfants à l'école. Vous voyez, donc cela diminue déjà
le trajet. En les maintenant à l'école, le suivi est là et ça a amélioré le rendement. L'impact de l'implémentation des cantines sur le rendement scolaire et la réduction du taux de déscolarisation est perceptible. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un taux de 100% quand nous parlons de CM2. Et dans les autres classes, c'est pareil. Aujourd'hui, le taux de déscolarisation a chuté considérablement. Si nous allons estimer, on peut dire aujourd'hui que nous avons passé à un taux de 20 à moins de 5% aujourd'hui. Ici, à la cantine, on mange tous les jours. On mange des riz, pâtes et la sauce avec poireaux, accompagné de fruits. Le ministre conseiller n'a pas manqué de faire des suggestions aux responsables pour plus d'efficacité et de fluidité. Vous pouvez tout acheter au monde, mais pas le piment. Ça, c'est ma foi, ça. Vous pouvez tout acheter au monde, mais pas la tomate. Vous pouvez tout acheter au monde, mais pas le légume. On ne dira qu'aux enseignants de mettre un accent sur le jardinage. Il a de l'eau. Il ne peut pas avoir d'eau et qu'on ne fasse pas le jardin. La cantine scolaire reste un élément déterminant dans le maintien des enfants à l'école et impacte positivement leurs résultats scolaires. Pendant ce temps, Mariam Djaouga poursuit sa tournée dans le nord du pays. Après son passage à Niki et Sinandé, cette fois, elle a fait escale à Bembereke et Parakou, où elle a multiplié les rencontres avec les populations. Un déplacement sous le signe de l'écoute et de l'action avant la suite de sa mission dans les collines. Le compte rendu avec Abdoulofou Idrissou et Enoch Rungpati. Après Niki et Sinandé, Mariam Djaouga poursuit sa tournée dans le septentrion. À Bembereke, elle visite la salle numérique et apprécie les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès au digital et l'insertion professionnelle. Les fonctionnaires n'ont plus besoin de se déplacer, de faire des kilomètres de leur smartphone. Ils peuvent suivre l'avancement de leur carrière. Nous disons merci une fois encore pour le nouvel élan imprimé par le président de la République. Elle se rend ensuite au Palais Royal pour saluer le roi avant d'échanger avec les soutiens du gouvernement sur les enjeux politiques et sociaux. À Parakou, la ministre rencontre la communauté Peul et discute de leurs besoins en éducation, santé et services sociaux. Le lendemain, des bénéficiaires des programmes sociaux témoignent de leur impact positif devant une population mobilisée. On m'avait dit que je vais payer 650 000. Et je n'avais pas l'argent. J'étais au charge de là. Je dormais au couloir. C'est un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es parti au centre social? J'ai dit non. Je suis allée là. Et la responsable m'a dit que c'est fermé. Est-ce que ta fille a 4 CDAO? J'ai dit oui. Il dit que viens, amène-moi ça. Et j'ai amené la carte. Ils ont dit que la carte va supporter moitié et le reste va supporter. C'est pas la carte là que j'ai pu revenir à la maison. En août 2024, les dossiers de carte d'égalité de chance, je vous jure, j'ai banalisé cela jusqu'à la veille de la clôture. C'est la veille de la clôture, j'ai couru pour pouvoir constituer le dossier. Mais en décembre, on m'appelle pour me dire que ma carte d'égalité de chance est sortie. Mais ce n'est pas possible. Des gens ont déposé avant moi. Et j'ai été vraiment étonné par cette surprise. Félicitations, un grand merci au gouvernement du président de la République. Mariam Djaouga conclut sa tournée avec optimisme et détermination. Un satisfait total parce que les populations bénéficiaires ont fait des témoignages vraiment émouvants. Nos populations sont aujourd'hui mieux informées parce qu'il y a des programmes où ils n'étaient pas informés. Ce qui m'a touché, c'est les cartes d'égalité de chance des personnes en situation de handicap qu'ils ont aujourd'hui en leur possession et qui brandissent. Vous avez vu partout où on est passé, c'est une fierté aujourd'hui. Pour cette première phase, je suis satisfaite. C'est vrai qu'il y a encore des défis à relever, mais ce qui est déjà fait est un grand soulagement de nos populations. Avant de poursuivre dans les collines, le dialogue reste ouvert et les défis mieux cernés.
On reste toujours dans le Septentrion, plus précisément dans la cité des Kobourou, où l'association des anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet reconnaît le mérite de la jeune génération au sein de l'établissement. Elle a primé les 3 meilleurs au bac et au BEPC 2024. La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans la salle du lycée Mathieu Bouquet à Parakou, sous les yeux de Félicien Koupakou Kouagou et Abdoulofou Idrissou. Le premier au bac du lycée Mathieu Bouquet reçoit un ordinateur portable, un téléphone Android plus une clé USB. Même chose ou presque pour la première au BEPC. Les autres meilleurs candidats ont reçu également chacun son lot. Les deuxièmes au bac et au BEPC reçoivent aussi des ordinateurs portables. Le troisième au bac reçoit un ordinateur portable et le troisième au BEPC reçoit une tablette. Ces distinctions rappelleront aux générations présentes et futures que le travail bien fait, l'engagement et la rigueur sont toujours récompensés. Les bénéficiaires sont heureux et saluent l'initiative. Je voudrais que tous les autres enfants, ces prix qu'on nous a donnés aujourd'hui, les incitent à travailler aussi et à redoubler d'ardeur pour pouvoir rendre leurs parents fiers. L'ordinateur va beaucoup m'aider dans mes études, pour faire des recherches et exceller aussi davantage. Cette cérémonie de récompense lance une saine émulation entre les élèves du lycée pour les prix de 2025. Et d'une cérémonie de récompense à une autre, des conseillers membres de la 7e mandature de la RAC reçoivent les honneurs de la République. Ils sont reçus dans l'Ordre national du mérite du Bénin. La cérémonie de port des attributs s'est déroulée ce jeudi au siège de l'institution. Les grands moments en son et en images avec Wenceslas Arroignement et Alexandra Djotan. Au grade de Grand Croix, Monsieur Kokou Edouard Loko. Déjà fait par le passé, commandeur puis grand officier de l'Ordre national, l'homme accède à la plus grande distinction honorifique. Édouard Loko, président de la 7e mandature de la HAC, s'est fait remarquer par un riche parcours professionnel. Journaliste consultant, il a été membre fondateur et rédacteur en chef du premier quotidien privé du Bénin, ancien président de l'Observatoire pour l'éthique et la déontologie dans les médias et ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. L'initiative de conception et de rédaction du guide de déontologie de la presse béninoise en 2005 lui est attribuée. Vos confrères n'ont pas exagéré lorsque le lendemain du 22 juillet 2024, à l'annonce de votre nomination, ils s'exclamaient « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». À ses côtés, 6 autres conseillers de la 7e mandature de l'institution sont également honorés. Tossou Marcelin à Honoukon reçoit le grade de grand officier de l'ordre. Rokiatou Biofai, Mohamed Barret, Lionel Begonundé, Gérard Nchanda et Basile Chibozo deviennent pour leur part commandeurs. Heureux récipiendaire, s'il est un point qui vous lie, c'est que vous avez servi l'État dans ses hautes fonctions. Chez nous, à Porto Novo, et dans ma langue d'adoption, on dit Akwemaho, commandeur directement, grand officier. Et moi-même qui viens de finir le tableau. Dès demain, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le secrétaire général, toutes mes correspondances, à la fin de mon nom, vous mettrez en bas Grand Croix. Ce n'est pas de la vanité, c'est que nous reconnaissons, et les conseils aussi peuvent le faire, ils doivent même le faire, nous reconnaissons à sa juste valeur ce que c'est que cette décoration. Installés le 22 juillet 2024, ils se sont engagés avec les 2 autres membres de la 7e mandature de la HAC à jouer leur rôle de régulation des médias avec discernement. Voyons à présent les échos de la tournée de sensibilisation de la Fondation Malekhossou au sein de la communauté musulmane de l'Alibori et du Borgou. Elle a abordé les mesures à adopter pour rester à l'abri de l'insécurité grandissante à laquelle sont exposées les populations dans le monde. Les détails avec Fifame Salomé Atadeji. Meurtre, viol, violence en tout genre. Les atrocités se multiplient chaque jour à travers le monde, rendant la confiance en autrui de plus en plus fragile.
Qui est capable de quoi? Difficile de le savoir. Les criminels n'ont pas de race ni de couleur. Si on parle des terroristes, ce n'est pas des musulmans. Non, ce n'est pas des musulmans. C'est des gens qui n'ont rien à faire et on les recrute. On parle des terroristes. Les gens que vous voyez sur les vidéos, c'est des jeunes. Et on leur dit, viens travailler chez nous. Viens travailler dans une société. C'est comme ça qu'on fait pour les recruter, pour aller commettre des crimes ailleurs. Arrivé là-bas, on vous apprend à manier les armes. Dans un contexte marqué par une insécurité grandissante, la Fondation Malehossou prend l'initiative de sensibiliser la communauté béninoise et plus particulièrement les fidèles musulmans aux précautions à adopter pour se protéger. Si le risque zéro n'existe pas, la vigilance et la prévention restent essentielles. La Fondation demande aux fidèles musulmans, en particulier les parents des enfants, de ne plus accepter que leurs enfants voyagent sans avoir une idée précise de leur destination, notamment dans les voyages, surtout à l'étranger. À travers cette campagne, la Fondation Malehossou invite les fidèles musulmans à signaler aux autorités locales toute personne suspecte dans leur entourage. Une attention particulière est portée aux individus étrangers, à la communauté et dont le comportement semble inhabituel. On a vu la personne, on ne la connaît pas. Où est-ce qu'il a quitté? Il est qui? Donc, c'est des choses à signaler à qui? Aux autorités. Si la jeunesse ne trouve pas de travail, on peut l'acheter facilement. Projet Azoli, les jeunes qui n'ont pas de quoi faire, ils vont là-bas donner leur nom. 95 arrondissements des départements de la Liborie et du Borgou sont sillonnés. Le message de la Fondation est clair. Restez calme, mais toujours prudent tout en gardant la foi. Dans cette optique, des copies du Coran sont distribuées dans chaque mosquée visitée, renforçant ainsi le lien entre spiritualité et vigilance citoyenne. Je l'annonçais tantôt en titre, aujourd'hui on est le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. La 14e édition de cette célébration se penche sur le rôle de ce média dans la lutte contre le changement climatique. Quel lien pour quel impact? Notre équipe dans l'OME Plateau a rencontré quelques animateurs d'émissions consacrées à l'environnement. Calvador Arwanon, Yves-Patrick Loco. Sensibilisation des populations à la lutte contre l'abattage des arbres, enseignement de bonnes pratiques en matière de feux de brousse et autres conseils. À Radio Weke, située dans l'arrondissement de Djirégbé, commune de Sémé-Podji, le rôle du journalisme environnemental a toute son importance. Il faudrait que nous amenions la population surtout à comprendre ce qu'il faut faire dans ce sens pour que demain nos enfants ne souffrent pas. J'ai souvent l'habitude de faire les émissions sur la pollution atmosphérique et la pollution sonore, ainsi que la dégradation des terres. Quand les gens vous écoutent, ils savent un peu à quoi ils doivent s'en tenir. Je me rappelle la dernière décision du gouvernement par rapport au prix que les forestiers doivent percevoir sur un sac de charbon. Ce n'est pas une décision nouvelle par exemple, parce que nous, il y a 10 ans déjà, on a eu un forestier qui nous a dit en fait que c'est important pour la population de payer les taxes. Quand cette décision est venue à la rédaction, les gens ont dit, mais ADR, vous vous rappelez, on en a parlé ici, vous avez eu à prendre telle ou telle personne par rapport à cette situation. C'est juste pour vous dire que la population nous écoute. Autre station de radiodiffusion, même réalité. Ici à Alléluia FM, située à Porto Novo et radio de l'église du christianisme céleste, la sensibilisation est surtout menée pour une bonne gestion du lac Nokwe. Sur le lac, précisément dans Soava, dans les villages environnants, donc nous sensibilisons les populations de ne pas jeter les piles et les sachets et autres dans l'eau. Il y a des filets à petites mailles qui attrapent des fruitins, des petits poissons. Donc ils sont sensibilisés par rapport à tout ça là. L'église du christianisme céleste à laquelle appartient cette radio organise un grand événement international, à savoir le pèlerinage de Sémé. Alors cette émission nous permet
de sensibiliser au moins pendant un mois avant cet événement sur la protection de l'environnement. Il s'agit, à l'occasion du pèlerinage, d'utiliser les toilettes qui sont prévues à cet effet, également les déchets qu'ils peuvent produire au cours du pèlerinage, de ne pas jeter ça n'importe où. L'impact de la radio dans la lutte contre les changements climatiques est perceptible. Ce faisant, la radio joue l'un de ses rôles, qui est l'éducation des masses. Et en bref, le Bénin, une fois de plus, se distingue sur la scène artistique internationale. L'artiste musicien, chanteur et compositeur Yeroye Tong est retenu au nombre des finalistes du prix Découverte RFI 2025. Après avoir brillamment franchi les 3 étapes de sélection, il se retrouve parmi les 10 talents en lice pour ce prestigieux prix, témoignant ainsi de la singularité de son univers musical, de l'authenticité de ses œuvres et surtout de sa capacité à bien rayonner au-delà de nos frontières. À cette occasion, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts réaffirme l'engagement du gouvernement béninois à soutenir et à révéler les talents artistiques à l'échelle internationale. Le ministre Abimbola en appelle donc à la mobilisation générale de toute la nation béninoise et plus particulièrement des artistes et des acteurs culturels afin d'apporter un soutien indéfectible à Yeroye Tong. Cette solidarité doit s'exprimer par un vote massif sur la plateforme officielle, je cite, rfi.my/bmqx.f, et ce jusqu'au 16 février 2025. Il est possible de voter à plusieurs reprises en sélectionnant la photo de l'artiste, puis en validant chaque vote par un clic sur la bande rouge envoyée au bas des portraits des 10 finalistes. A signé ce communiqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. On reste toujours dans les arts pour évoquer à présent cet événement en cours à l'université d'Abomey-Calavi. L'UAC accueille depuis hier et ce jusqu'au 14 février prochain la première édition du Festival international de cinéma et de l'audiovisuel Cinéma et Sciences, en abrégé FICAS, organisé par l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Cet événement inédit met en place le patrimoine archéologique au cœur de l'inspiration artistique et cinématographique. Ulvaeus Balogun nous en dit plus. C'est un rendez-vous cinématographique inédit qui met en lumière le lien entre le patrimoine archéologique et l'inspiration artistique. Le Festival international de cinéma et de l'audiovisuel Cinéma et Sciences apparaît comme une étape historique dans l'univers du cinéma universitaire et de la recherche scientifique au Bénin. Ce festival est né dans le cadre du projet Archéovision, un programme novateur qui vise à valoriser le patrimoine archéologique à travers les expressions artistiques. Carrefour d'échanges entre sciences et création artistique, le festival vise à valoriser les vestiges historiques à travers des productions audiovisuelles et artistiques. Nous allons, à travers les prochains jours, montrer un peu l'engagement de nos étudiants lorsqu'on leur donne un tout petit peu de confiance, ce qu'ils peuvent nous démontrer, ce qu'ils peuvent faire. Nous allons les voir à travers les films qu'ils vont nous proposer. À l'université d'Abomey-Calavi, nous croyons fermement que l'art et la culture ne sont pas des accessoires de la vie, mais des piliers fondamentaux de développement intellectuel et humain. En associant le cinéma aux sciences, notamment à l'archéologie, nous mettons en lumière l'interaction féconde entre l'art et le savoir scientifique. Elle est essentielle pour inspirer les jeunes générations, sensibiliser le grand public et préserver notre mémoire collective. Placé sous le thème « Les sites archéologiques, sources d'inspiration pour les expressions artistiques », le festival propose des projections de films, des panels et des masterclass. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières, notre guide ce soir, Ulvaeus Balogun.
Des milliers de Nigériens qui ont fui au Tchad pour échapper à la violence djihadiste dans le nord-est du pays sont revenus après plus d'une décennie, selon un porte-parole d'une agence d'aide. Plus de 3600 déplacés sont arrivés lundi à Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, à bord de camions en provenance de la ville tchadienne de Bagassola. Depuis 2009, la violence djihadiste au Nigeria a tué au moins 40 000 personnes et déplacé environ 2 millions d'habitants contraints de vivre dans des camps de fortune ou de fuir dans les pays voisins. Le rapatriement est coordonné par le gouvernement de l'État de Borno, le Tchad et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Damana Picasse et Justin Koa, deux cadres du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, sont condamnés à 10 ans de prison ferme par le tribunal d'Abidjan, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État dans 2 affaires distinctes. Actuel secrétaire général adjoint du Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, Justin Koa a été reconnu coupable de troubles à l'ordre public et d'incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Damana Picasse, second vice-président du Conseil stratégique et politique de cette même formation, quant à lui est reconnu coupable d'atteinte à la défense nationale, d'association de malfaiteurs et de complot contre l'autorité de l'État dans l'affaire de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo-Kouté en 2021. L'un et l'autre ayant manifesté leur intention de faire appel de leur condamnation, ils sont ressortis libres du tribunal de première instance d'Abidjan. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.